Bonjour à toutes et à tous. Je suis absolument ravi d'être à ce festival. Je rencontre des collègues du CEA de Grenoble. Donc je suis ravi et en même temps je suis embarrassé parce que on m'a demandé de parler du sens de la tech, qui est le mantra de ces deux journées. Or, je ne sais pas ce qu'est le sens de la tech. Quelqu'un tout à l'heure a parlé de palindrome, mais le sens de la tech, c'est déjà une anagramme. C'est l'anagramme de HAL, au pluriel, HAL descente. Et donc, c'est un certain sens de parler du sens de la tech dans ces HAL qui m'ont l'air tout à fait décentes. Comme l'a dit Julie Galland, le mot sens, il est polysémique. Le mot sens, il a plusieurs sens. Comme s'il voulait se moquer de lui-même ou bien faire la promotion de l'ambivalence et du flou. Ce qui, par les temps qui courent, n'est pas nécessaire à mon avis. Le mot sens, il peut désigner la direction, l'orientation, la finalité. Il peut désigner la définition, le sens d'un mot. Il peut aussi désigner l'importance ou la valeur qu'une certaine chose a pour nous. Et tous ces sens différents, ça fait trop pour un seul mot qui n'a que 4 lettres. Quant au mot tech, je ne sais pas ce qu'il désigne exactement par rapport à technologie. Il y a des lettres en moins, mais peut-être qu'il veut signifier quelque chose en plus. Alors j'ai fait des petites recherches sur Internet. J'ai pas trouvé grand-chose, si ce n'est que tech, c'est l'apocope de technologie. C'est-à-dire on a retiré des lettres, un peu comme lorsqu'on dit télé pour dire télévision. Mais on voit bien que quand on dit tech, on ne dit pas la même chose, ou on ne veut pas dire la même chose que quand on dit technologie. Il y a quelque chose en plus, peut-être, et quelque chose en moins. C'est plus moderne, tech. Ça fait anglais. Et on a l'impression que la tech, c'est une sorte de saut quantique à l'intérieur de la technologie, au sens où on exploiterait des potentialités nouvelles qui viendraient de recherches plus fondamentales, de sorte que l'emploi du mot tech serait plus prometteur pour ce qui est de l'avenir que technologie, qui se trouverait de ce coup chloroformé, ringardisé dans son propre jus. Alors, je ne sais pas si j'ai raison en disant cela, j'attends de vous que vous me corrigiez si c'est nécessaire, mais je pense que c'est important de bien dénommer les choses si on veut bien les penser et même si on veut bien les faire, et surtout si on veut bien en parler. Alors, j'ai quand même travaillé un peu, au sens où j'ai lu des livres, certains par hasard, où j'ai trouvé des réponses, d'autres que j'ai lus pour essayer de répondre à la question posée. Et donc, je vais vous livrer quelques citations. Ce week-end, j'ai lu un livre, alors c'était pas du tout pour préparer mon intervention, c'est parce que quand on a mon âge, la question du vieillissement devient une question intéressante. On s'interroge sur l'avenir. Et donc j'ai lu un petit livre d'Arthur Schopenhauer qui s'appelle « L'art de vieillir ». Et j'ai trouvé une phrase qui m'a fait forte impression parce qu'elle me semble résumer ce qu'a été la physique moderne, celle qui est née au XVIIe siècle avec des gens comme Galilée. Voilà ce qu'écrit Schopenhauer. Il dit « Derrière le monde se trouve quelque chose d'autre, quelque chose que nous pouvons atteindre si nous le méritons en nous débarrassant du monde. » Je répète, derrière le monde se trouve quelque chose d'autre que nous pouvons atteindre si nous le méritons en nous débarrassant du monde. Et il me semble que ça dit tout. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le monde, c'est pas l'univers. Le monde, c'est la Terre. On est là, on n'est pas ailleurs, on est dans l'atmosphère, on n'est pas dans le vide. On a des vitesses de déplacement qui sont négligeables par rapport à la vitesse de la lumière. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons, qui est un contexte très spécial. Et ce monde nous trompe sur les lois physiques qui le régissent. On a tendance à croire que les lois qui régissent les phénomènes ressemblent aux phénomènes. Et en fait, ce qu'a compris Galilée, c'est que si on veut comprendre le monde, il faut en sortir en se posant des questions du type qu'est-ce qui se passerait si on était ailleurs? Par exemple, le monde nous montre que des corps de masse différentes tombent à des vitesses différentes. Mais si on était dans le vide, dit Galilée, ils tomberaient à la même vitesse. Et donc la physique moderne, c'est une sorte d'exotopie
on va se faire voir ailleurs pour comprendre les vraies lois, et ensuite on revient armé de ces vraies lois pour comprendre le spectacle du monde. Pour le dire en une phrase, la physique, ça n'est pas une bureaucratie des apparences. De la même façon, nos sens sont limités, on ne voit pas grand-chose. On ne voit pas les atomes, on ne voit pas les électrons, on ne voit pas les rayons cosmiques, on ne voit pas les galaxies lointaines à l'œil nu. Et d'une façon générale, on ne voit pas le monde quantique. Mais grâce à certains esprits et grâce à des expériences comme celle d'Alain Aspect dont on a parlé, on a été capable de comprendre le monde quantique sans le voir. Et je pense que, d'une certaine façon, la tech, elle exploite ses connaissances pour fabriquer dans notre monde des objets nouveaux. Et de ce point de vue, il me semble que les ingénieurs, les chercheurs qui travaillent dans la tech sont des médiateurs. Ils sont des médiateurs entre l'univers et le monde. Ils fabriquent des objets qui sont naturels au sens où ils obéissent aux lois de la nature, aux lois physiques universelles, disons, et ils sont artificiels au sens où ces objets n'existent pas dans le monde. Il faut les fabriquer. Donc ils sont à la fois naturels et artificiels, et l'ingénieur, c'est celui qui crée cette tension entre les deux choses. Alors il y a un autre livre que j'ai lu, évidemment, ça c'était pénible, parce que j'aime pas du tout citer Heidegger. J'aime pas Heidegger pour toutes sortes de raisons, mais comme vous le savez, il a écrit sur le sens de la technique. Il n'a pas parlé de la tech, il parlait de la technique, et je vais vous citer quelques phrases un peu glaçantes, très pessimistes, mais qu'il faut entendre, parce qu'elles provoquent notre pensée, et nous obligent à réfléchir sans répéter toujours le même catéchisme. Voilà ce qu'il dit. Je vous cite 3 phrases. La première, c'est « Le sens de la technique se voile ». Le sens de la technique se voile. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait en discuter longuement, mais en gros, on ne sait pas très bien où on va. Deuxième phrase. Les puissances de la technique ont débordé la volonté et le contrôle de l'homme parce qu'elles ne procèdent pas de lui. Je répète, les puissances de la technique ont débordé la volonté et le contrôle de l'homme parce qu'elles ne procèdent pas de lui. En fait, c'est l'idée que la technologie ou la technique, pour reprendre son vocabulaire, a une sorte d'autonomie par rapport à nos désirs. Elle évolue selon ses propres potentialités, selon une dynamique qui lui est propre, sans qu'à tout moment, on ait la possibilité de décider si la direction qu'elle prend nous convient ou non. Elle a une forme d'autonomie par rapport à nous. Et enfin, en 1953, c'est quelques années seulement avant que l'expression intelligence artificielle soit inventée par John McCarthy dans un colloque aux États-Unis. C'est intéressant parce que on a parlé un petit peu de l'IA et je pense qu'on va en reparler pendant ces 2 jours. Mais John McCarthy voulait se démarquer de Norbert Wiener qui lui travaillait dans la cybernétique. Et pour s'en démarquer, il a inventé une expression, intelligence artificielle. Et quand on voit la définition qu'il en donne, il ne dit pas du tout que l'IA est intelligente, mais qu'elle doit mimer l'intelligence. Et on pourrait dire que cette intelligence est intelligente au sens anglais du terme. Et l'intelligence en anglais, c'est pas la même chose que l'intelligence en français. En anglais, ça désigne le traitement de l'information, la gestion des données, alors qu'en français, l'intelligence, c'est l'esprit critique, c'est le discernement, c'est la capacité à inventer des concepts, c'est la capacité à proposer des expériences de pensée, comme celle que je citais tout à l'heure avec Galilée. Qu'est-ce qui se passerait si l'IA, jusqu'à preuve du contraire, est incapable de faire ça? Et donc, l'appeler intelligence, à mon avis, c'est lui faire beaucoup d'honneur. Bon. Mais voilà ce qu'écrit Heidegger. En 1953. Accrochez-vous. Ce n'est pas la guerre atomique qui représente la plus grande menace pour l'homme. L'évolution pacifique de la technique est beaucoup plus dangereuse puisqu'elle risque de priver l'homme de sa capacité de penser.
Fin de citation. Autrement dit, on est à la croisée des chemins. Est-ce que l'usage de l'IA va démuscler nos cerveaux ou est-ce qu'elle va nous obliger par la concurrence technique qu'elle fait à nos cerveaux à encore plus développer nos cerveaux dans les capacités proprement humaines qu'ils possèdent? Au XIXe siècle, il y a eu, comme vous le savez, l'invention de la photographie et ça a créé la panique chez les artistes peintres qui faisaient des portraits, des paysages, et là, ils étaient soumis à une concurrence technique. Et ils ont réagi par une sorte d'essor de l'esprit en inventant l'abstraction. Et l'abstraction n'était plus concurrencée par la photographie. Est-ce que nous, on va faire la même chose? C'est-à-dire, est-ce qu'on va inventer une façon d'être intelligent qui sera spécifiquement humaine et qu'aucune IA ne pourra imiter? Bon. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Ben, c'est tout. Ah oui, l'autre point, c'est que ça a été dit plusieurs fois dans la table ronde précédente. À l'Académie des technologies, on a utilisé un logiciel qui compte l'occurrence des mots dans les discours publics. Et on est remonté très loin dans le passé. Et ce qu'on a constaté de façon chiffrée, c'est des choses qui paraissent évidentes à nos oreilles. C'est qu'en effet, le mot progrès, qui a été écrit pendant 3 siècles avec une majuscule, a perdu sa majuscule après la Deuxième Guerre mondiale. Et il a commencé à décliner en fréquence en 1980, au moment où réapparaît dans la langue française un mot très ancien, qui avait été complètement abandonné, qu'on réutilise à ce moment-là, le mot innovation. Et on a constaté que la baisse du mot progrès a croisé la montée du mot innovation en 2003, et le mot innovation, plutôt le mot progrès, a complètement disparu entre 2007 et 2012, c'est-à-dire en un quinquennat. Alors il y a des gens qui disent c'est pas grave, le mot innovation c'est presque un synonyme du mot progrès, et donc on a simplement modernisé nos discours sur le progrès. En réalité, quand on étudie l'histoire des mots, on se rend compte que innovation, en tout cas si on regarde l'étymologie, c'est pas synonyme de progrès, et on constate aussi que notre façon de parler de l'innovation ne rend pas justice à l'idée de progrès. Et donc, si on veut parler du sens de la tech, il y a peut-être une réflexion à avoir qui est de se demander si on ne pourrait pas soumettre l'idée de progrès à elle-même. C'est-à-dire à faire progresser l'idée de progrès en tenant compte de ce que l'histoire nous a appris depuis que l'idée de progrès a été théorisée par les philosophes des Lumières. Si vous relisez les philosophes des Lumières, Condorcet, Diderot, il y a beaucoup de naïveté dans ce qu'ils disent. Et ces naïvetés ont été dénoncées par la suite de l'histoire. Et peut-être qu'on devrait faire une critique de la philosophie du progrès pour que l'idée de progrès demeure vivace et conséquente. Et comme on n'a pas fait ce travail critique, on a laissé tomber le mot et on l'a remplacé par le mot innovation. Alors pourquoi est-ce que j'ai dit que l'innovation, ou plutôt notre façon d'en parler, moi j'ai rien contre l'innovation évidemment, mais je trouve que notre façon d'en parler n'est pas adéquate. Alors d'abord, pour comprendre ce que je veux vous dire là, c'est quoi le progrès? Croire au progrès, c'est tout simple, ça veut dire faire l'effort intellectuel de concevoir le futur à l'avance donc, d'une façon qui est crédible et attractive. Crédible, pourquoi? Parce que le progrès, ce n'est pas l'utopie. Il ne s'agit pas de penser un monde inaccessible. Il s'agit de penser un monde différent d'une autre qu'on espère pouvoir atteindre grâce à la science et à la technique. Autrement dit, pendant très longtemps, la technologie, la technique a été enchâssée dans l'idée de progrès. Pour le dire comme Kant, Kant a écrit un petit livre qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?», dans lequel il dit « L'idée de progrès est une idée doublement consolante et sacrificielle ». Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que l'idée de progrès, elle est consolante
parce qu'elle nous permet de penser que nos enfants vivront mieux que nous. C'est en cela qu'elle nous console du présent. Mais il ajoute qu'elle est consolante aussi parce qu'elle donne un sacrifice, elle donne elle donne un sens au sacrifice qu'elle impose. C'est-à-dire, l'idée de progrès, c'est pas automatique. Il faut travailler pour le faire advenir. Il faut le travailler pour le faire advenir. Autrement dit, et là je le dis en une phrase, croire au progrès, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. Mais pour ça, il faut une philosophie de l'histoire. Or, aujourd'hui, on n'a plus de philosophie de l'histoire, ce qui est peut-être une bonne nouvelle d'ailleurs. Mais il me semble qu'il faut se poser la question de savoir, d'une part, pourquoi on travaille, pourquoi en un mot, mais aussi pourquoi on travaille en deux mots. Pourquoi on travaille? Quel est le but? En fait, l'idée de progrès s'appuie sur l'idée d'un temps qui passe qui est constructeur. Il est constructeur, il est complice de notre liberté et de notre volonté. En fait, le progrès, c'est une idée lamarckienne. Il y a un but. Alors que l'innovation, non. J'ai pas le temps de faire l'histoire du mot, mais sachez quand même que le mot innovation, il apparaît en bas latin au XIVe siècle dans le vocabulaire juridique. Une innovatio, en latin, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un avenant à un contrat. Vous signez un contrat, il y a des choses qui changent, et l'avenant permet au contrat de demeurer valable. Autrement dit, l'innovation, c'est ce qu'il faut faire, ou plutôt c'est ce qu'il faut changer pour que ça ne change pas. Et ça, c'est signe de mauvais signe. Ça veut dire que l'innovation, elle est associée à un principe de conservation. Et aujourd'hui, dans les discours, eh bien, on dit qu'il faut innover, parce que si on n'innove pas, c'est la catastrophe. Autrement dit, c'est l'état critique du présent qui justifie l'innovation, et non pas une certaine idée désirable qu'on a du futur. Autrement dit, l'innovation, elle est darwinienne, alors que le progrès était lamarckien. Et si on parle ici du sens de la tech, à mon avis, il faut reprendre une démarche lamarckienne et la finaliser d'une façon qui donne sens aux efforts qu'on accomplit pour la faire advenir. Enfin, comme il me reste 2 minutes 11, enfin non, 10, enfin non, 8, bon bref, je voudrais juste terminer par un petit truc à propos de la pédagogie. Parce que, pour revenir aux philosophes des Lumières, vous savez, ils ont écrit l'encyclopédie d'Alembert et Diderot. Au début, ils voulaient copier l'encyclopédie anglaise. Et ils se sont rendus compte que dans l'encyclopédie anglaise, on ne parlait pas de technique. Or, eux étaient persuadés que la technique, dès lors qu'elle s'installe dans la vie quotidienne des gens, devient vectrice de pédagogie scientifique. C'est-à-dire que si on utilise des objets techniques et si on comprend comment ils marchent, on apprend les principes scientifiques qui les ont rendus possibles. Et c'est pour ça qu'ils ont ajouté 10 tomes dans l'encyclopédie, dans lesquels on trouve des schémas, des illustrations, des dessins qui expliquent comment fonctionnent tous les objets techniques de l'époque. Les outils agricoles, comment on fait du verre, l'imprimerie, comment construire un télescope, tout ça est dessiné. Mais vous voyez bien que le pari des Lumières a été perdu de ce point de vue-là, puisqu'aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe. Plus un objet technique est complexe, et plus il est convivial. C'est-à-dire, moins on a besoin de savoir comment il marche pour le faire marcher. Autrement dit, et pour moi c'est un défi qu'on a quand on parle des étudiants, c'est que la technologie, aujourd'hui, nous éloigne de la science. Elle nous éloigne de la science parce qu'elle rend l'apprentissage de la science inutile quand on veut utiliser tel ou tel objet technique, à commencer par son téléphone portable. Personne ne sait comment marche un téléphone portable. Non seulement on ne sait pas comment ça marche, mais les miracles qu'il accomplit n'engendrent en nous aucune curiosité.
On devrait se demander, mais comment se fait-il que je puisse envoyer un message en tapant sur une vitre à un correspondant en Australie? Ça marche, c'est incroyable. Par où ça passe ce message? Personne n'en sait rien et c'est pas grave. Voilà. Et donc je pense qu'il y a un petit travail de réflexion pour qu'on demeure compétent alors que lorsqu'on est simplement usager, on n'a pas besoin d'être compétent. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus.